pour démarrer cette deuxième partie, finalement, ce matin, à travers les différentes informations, les différentes approches, les différentes coordinations, moi, la question que j'avais envie de poser à Igor, Corinne et Mian, à qui je laisserai le soin de se présenter, mais tout d'abord Igor, directeur de la Fédération Corse, la Fédération Corse de coordination de l'innovation en santé, ouais, encore un acronyme. Voilà, c'est toujours, c'est jamais évident. Voilà, on a parlé peut-être d'un outil à développer, d'une méthode, d'une approche. Tu vas nous en dire un peu plus sur cette question peut-être de diagnostic, justement. Et sur ces questions de diagnostic de territoire, comment est-ce qu'on chausse ces nouvelles lunettes? Et est-ce que dans le cadre de ta thèse, je crois que tu es chercheur aussi, tu as pu développer peut-être un certain nombre d'outils déjà? Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis ici à 2 titres, hein, en tant que directeur de la FEDE, comme on l'appelle pour raccourcir, association qui regroupe toutes les structures d'exercice coordonné en Corse, et au titre effectivement du travail de thèse que j'ai fait sur les déserts médicaux en Corse. Donc l'objectif de cette présentation, c'est pas de dire qu'il y a un outil qui va prévaloir sur tous les autres, c'est de montrer finalement que dans la façon dont on réalise un diagnostic, on va nécessairement influer sur la politique à déployer par la suite. Et on va prendre un exemple particulier qui est celui des déserts médicaux. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et dernière chose, donc effectivement, là, ce que je vais vous présenter sont issus d'un travail de recherche qui a été fait au sein des mines ParisTech en collaboration avec l'ARS de Corse. Alors, le désert médical, donc comme vous l'avez, on l'a beaucoup entendu dans la table ronde précédente. C'est un concept qui effectivement anime beaucoup de débats et qui parle à tout le monde. Ça paraît relativement simple à cerner et il n'y a pas de médecin. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui motive également? Parce que il est porteur d'un enjeu fort pour les politiques publiques puisqu'il remet en cause l'égalité d'accès aux soins des usagers dans le système de santé. Le problème qu'on a, il fait nécessairement intervenir la notion de diagnostic, c'est puisqu'on est obligé d'objectiver ce désert, donc de le diagnostiquer. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle égalité d'accès aux soins. On pourrait effectivement parler d'une égalité de moyens. C'est-à-dire, on a évoqué tout à l'heure la notion de densité médicale. On dit, dans tous mes territoires, je veux qu'il y ait 100 médecins pour 100 000 habitants, par exemple. Mais ça pose quand même pas mal de problèmes, c'est-à-dire quelle maille territoriale on choisit. Est-ce qu'on choisit un département et auquel cas on va avoir des problèmes de répartition au sein même du département ou d'autres types de territoires. Et on sait même qu'il y a des découpages territoriaux qui sont spécifiques à des régions et qui n'existent pas au niveau national. On peut également parler d'une égalité de résultats. On a parlé tout à l'heure de temps d'accès aux médecins ou à un cabinet. Est-ce qu'il faut un médecin dans chaque zone reculée ou alors on pourrait dire tout simplement on met à disposition un hélicoptère d'une équipe médicale qui est basée à Ajaccio ou à Bastia et qui va partout là où il y a un besoin. Donc on aurait effectivement une égalité de résultats. Ça pourrait être garantir la qualité des soins par rapport à un standard, c'est-à-dire qu'on dit voilà, pour la prise en charge du diabète, vous devez faire plein de choses, ou encore garantir la satisfaction des besoins de santé. Alors là, on dit oui, ça paraît être du bon sens. Le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour évaluer, objectiver, diagnostiquer ces besoins. Et en fait, c'est extrêmement complexe dans la santé puisqu'on est dans une situation où le patient est en situation, ce qu'on appelle d'hétéronomie, en opposition avec l'autonomie. C'est-à-dire que quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Vous ne savez pas ce que vous avez et vous cherchez à ce qu'il vous soigne. Et par ailleurs, le médecin, dans la plupart des cas, on espère qu'il saura justement quoi faire pour vous, mais ce n'est pas toujours dit qu'il sache cerner le besoin, puisqu'il y a plein de sujets sur lesquels on travaille, comment
travailler un entretien en concertation avec le patient. Ce n'est pas dit qu'ils disent toujours tout au médecin quand il est dans le cabinet. Donc en fait, c'est un sujet finalement de grande complexité qu'on aborde assez facilement, mais qui en réalité génère des enjeux assez complexes d'un point de vue méthodologique. Et c'est effectivement ce qu'on a ressenti, nous, moi en tant que chercheur et avec toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce travail. On avait une impression d'une vue d'en haut avec des méthodologies déployées par le ministère de la Santé qui disaient à tel endroit il y a un désert, à tel endroit il n'y en a pas, alors qu'au niveau des professionnels de terrain, on voyait qu'en fait, il y avait des soucis alors que la zone ne semblait pas être déficitaire. Donc, on avait vraiment une tension entre ces deux visions des choses. Et on va voir ça à travers un exemple de besoin non satisfait. Donc, c'est un exemple de réadaptation cardiaque et c'est simplement un teasing, comme on dit en anglais, parce que vous aurez normalement une présentation bien plus détaillée cet après-midi par le Dr Faure. La réadaptation cardiaque est une prise en charge préventive, donc on a beaucoup parlé de prévention tout à l'heure, pour des personnes qui sont soit qui ont des pathologies coronariennes, soit qui sont à risque d'en faire dans une dizaine d'années. Elle est prescrite par votre médecin traitant, votre cardiologue éventuellement, ou des médecins hospitaliers si vous avez fait un séjour à l'hôpital. La particularité, c'est que cette prise en charge ne peut se faire que dans un soin de suite et de réadaptation, mention cardiovasculaire. En Corse, aujourd'hui, on en a 2, un à Ajaccio, un à Bastia. Et vous êtes pris en charge par une équipe hospitalière pluridisciplinaire. La réadaptation cardiaque, c'est une réduction de 26% de la mortalité, une diminution de 31% des hospitalisations à 1 an, donc ça a une efficacité démontrée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui en Corse, à peu près une personne sur 5 éligible à une réadaptation cardiaque en bénéficie. Autrement dit, on a 4 personnes sur 5 qui restent sur le carreau. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Une des premières, c'est la méconnaissance des professionnels de ce type de prise en charge. Donc, on évoquait tout à l'heure la capacité justement des professionnels de santé à vous dire, voilà, on connaît votre besoin. Mais il y a aussi des pratiques qui évoluent et elles ne sont pas toujours à jour sur le sujet. Et c'est tout à fait normal. Et après, on a un deuxième problème majeur qui est celui du transport, puisque là, dans le cas qu'on avait, on avait des patients en Balagne qui devaient faire 5 fois l'aller-retour dans la semaine et qui, au bout d'une semaine, arrêtaient leur prise en charge puisque c'était trop lourd à supporter. Donc, on a vraiment, sur ce sujet, une inégalité d'accès à des soins de réadaptation cardiaque pour les territoires ruraux. Alors on pourrait dire, bon mais ok, mais vous avez pris un cas particulier qui est celui-ci, c'est pas quelque chose de général. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, c'est la seconde cause de décès en France, donc ça ne concerne pas un petit peu de personnes, ça concerne un nombre quand même important de patients. Et en plus, on a une augmentation du nombre de patients atteints de pathologies chroniques. Et là, simplement, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est qu'on voit que l'objet d'étude commence à muter et du coup, forcément, notre façon de poser un diagnostic va muter. C'est-à-dire qu'au lieu d'analyser la présence des ressources sur un territoire, à savoir la présence d'infirmiers, de médecins, de masseurs-kinés, un établissement de santé, etc., on va s'intéresser à l'activation des ressources, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les fait travailler ensemble, comment on génère une dynamique collective pour qu'on ait bien une continuité dans le parcours du patient pour satisfaire le besoin de santé, même si ce besoin n'est pas forcément connu par le patient ou le médecin. Donc c'est là où le sujet devient réellement complexe, puisqu'on entend souvent, notamment dans le cas des dernières présidentielles, oui, il faut faire des politiques à partir des besoins des territoires, des besoins de santé, etc. Oui, mais ce n'est pas si simple d'en tenir compte. Donc on a un changement dans notre objet d'analyse, on passe d'une analyse du nombre de professionnels présents sur un territoire à la continuité des soins nécessaires pour répondre à un besoin de santé. Et du coup, on l'a évoqué tout à l'heure, on introduit le concept de parcours pour identifier un besoin et aussi pour y répondre.
La question, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, en quoi est-ce que la façon dont on va mener un diagnostic, ça va affecter les politiques publiques, donc quelle implication d'un point de vue des politiques publiques. On est obligé de faire un petit détour quand même, et vous verrez que ça va faire écho avec ce qui a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, une action publique, elle doit être pertinente, ça paraît logique, adaptée à la réalité de terrain, cohérente avec l'ensemble des politiques publiques, universelle. Ça veut dire qu'elle doit traiter de façon égalitaire les usagers. Et en fait, ça, les sciences politiques nous montrent que la conciliation de ces trois exigences est un vrai souci, est un vrai problème, est une vraie difficulté pour les pouvoirs publics. Par exemple, et c'est ce qui a été évoqué, je crois, dans la première présentation ce matin, on fait quelque chose de local, oui, c'est très bien, mais comment est-ce que des acteurs locaux peuvent connaître l'ensemble des politiques déployées et qu'est-ce qui nous garantit qu'une action locale ne va pas être redondante avec des programmes déployés au niveau national? Donc il y a vraiment cet enjeu systématique qui existe depuis que les politiques publiques existent, qui est à gérer. Donc la question, c'est quelle relation on observe entre méthode de diagnostic des inégalités d'accès aux soins et politique publique? Alors, dans cette slide, je vais vous montrer l'exemple de l'approche, ce que j'ai appelé l'approche densité, c'est-à-dire le traitement du problème des déserts médicaux comme un problème d'effectifs de professionnels. Et je vais le traiter notamment à travers un exemple qui a été évoqué tout à l'heure, la question du zonage. Donc un zonage, c'est des pouvoirs publics qui, notamment à travers des méthodes de diagnostic et un indicateur qui a été cité, l'accessibilité potentielle localisée, vont essayer d'identifier des zones où on a des déficits de médecins dans ce cas-là. Et l'objectif derrière, c'est de proposer sur les zones où on a des insuffisances de médecins, de proposer des contrats d'aide à l'installation, un accompagnement pour que justement ces médecins puissent s'installer. Donc dans ce cas-là, on a en termes de méthode de diagnostic une approximation du besoin de santé par la consommation de soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une accessibilité potentielle localisée, elle vous dit, voilà, vous consommez à peu près 3 consultations par an en moyenne sur le territoire. C'est une approche qui est comparative. Ça veut dire que on estime que si vous êtes en dessous de la moyenne nationale, par exemple, vous en consommez 2 sur le territoire, ben, votre zone est sous-dotée. Si vous en consommez 4, ben, globalement, c'est plutôt bien. Et on ne tient pas compte, entre guillemets, du besoin réel. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup plus de pathologies sur un territoire, ben, peut-être qu'il vous faudrait plus de consultations par an. C'est une approche comparative par rapport à une moyenne nationale. L'avantage, c'est que ça permet une conception qui est centralisée, nationale, et qui assure une égalité de traitement entre citoyens. Pourquoi? Parce que la méthode est la même et elle est déployée unilatéralement sur tout le territoire. Et les contrats et les modalités d'accompagnement des professionnels de santé sont exactement les mêmes sur tout le territoire. Donc finalement, ici, la méthode de diagnostic cherche à mettre en relation une approximation du besoin de santé par la consommation et un nombre de professionnels présents sur site. Alors, le problème, c'est que ce type de méthode omet des réalités de terrain trop importantes. C'est cette fameuse vue d'en haut que j'évoquais en introduction. Et on l'a vu notamment à travers l'exemple de réadaptation cardiovasculaire que je vous ai cité. Donc, premièrement, le besoin est estimé de manière relative, hein, c'est-à-dire qu'on compare par rapport à une norme et non par rapport à un besoin réel. Et deuxièmement, le besoin est estimé de manière monoprofessionnelle. Ça veut dire qu'on va considérer que c'est le médecin qui est ciblé par ce zonage, l'infirmier, le masseur-kinésithérapeute, etc. Or, le fait que ces professionnels soient organisés sur un territoire va nécessairement jouer sur la pression de travail qu'ils vont rencontrer. Donc on retrouve finalement une bonne égalité de traitement des citoyens, une cohérence d'ensemble de la réforme. Par contre, des méthodes qui n'identifient pas forcément de ma façon très pertinente les inégalités d'accès aux soins et qui, en proposant simplement d'installer des médecins sans forcément travailler sur la coordination au sein du territoire, ne sont pas forcément pertinentes. Et finalement, ce qu'on a développé dans ces travaux, c'est de dire que est-ce qu'on n'a pas intérêt à
travailler sur une approche par le parcours qui serait finalement une modélisation alternative du besoin de santé. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder le nombre de médecins, on va essayer de regarder au niveau des parcours ce qui se passe dans les territoires. Donc l'approche parcours, elle, n'est pas nouvelle, et je ne vais peut-être pas faire un avis dessus, je ne sais pas si on a le temps, et puis je pense que ce sera abordé cet après-midi. Et c'est plus son association au concept de désert médical qui est novateur, puisqu'on avait toujours abordé ce sujet comme une gestion de stock de professionnels sur un territoire. Le parcours de soins, simplement une toute petite définition, c'est un ensemble de processus d'enchaînement de soins prodigués par divers professionnels. Et l'avantage, c'est que ça permet, en termes de diagnostic, une modélisation plus globale, territorialisée et pluriprofessionnelle du besoin de santé. On arrête d'aborder les choses de façon monoprofessionnelle, sectorisée par profession. Alors, quelle évolution de l'objet d'étude? L'inégalité d'accès aux soins devient une inégalité dans la continuité d'un parcours. Ça veut dire que ce qui est important, c'est d'assurer la continuité du parcours d'un patient, qu'il n'y ait pas de trou. C'est-à-dire que même s'il est loin, il faut qu'il puisse avoir accès à tous les plateaux techniques nécessaires. Le désert médical, ce n'est plus seulement l'absence de professionnels, c'est l'absence de délivrance du bon ensemble de services coordonnés au bon moment. Et ça fait écho, bon, désolé, je pense qu'il y a une déformation professionnelle, mais ça fait écho à ce que disait mon président, qu'effectivement, il peut y avoir dans des zones rurales, finalement, moins dotées en médecins, un bien meilleur accès aux soins que dans des zones urbaines où les densités sont plus importantes, mais où les services sont moins bien coordonnés. Conséquence que ça a sur la politique publique, c'est que toute approche comparative actionnable au niveau national devient plus complexe à mobiliser. On perd le côté, je dirais, alors ça a été évoqué comme le jacobin, en disant, ben voilà, on va faire une politique pour tout le monde exactement la même. Donc, quelle solution finalement pour les pouvoirs publics? Nous, ce qu'on défend comme idée dans la thèse, c'est une conception encore plus ouverte de l'action publique. Plus ouverte, ça veut dire qui est ouverte à des acteurs de terrain. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc, on peut avoir des projets notamment innovants, mais je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je pense que cet après-midi, on aura vraiment des illustrations très concrètes de ce que j'avance. En revanche, il y a vraiment une question de faisabilité de ces initiatives locales, puisque ce sont des projets complexes au sens où ils mobilisent tout un écosystème. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais on parle de mobiliser l'ARS, la collectivité de Corse, tous les acteurs, les collectifs d'usagers, les professionnels de santé sur le territoire, les établissements de santé, les différents représentants des filières, etc. Donc ça devient rapidement très difficile à mobiliser. Ça permettrait une modélisation quand même plus fine du besoin à l'échelle d'un parcours régional décliné par territoire. Et ça permet de générer des pistes d'action innovantes, non envisagées jusque-là par les concepteurs, je dirais, traditionnels des politiques publiques sur le sujet. Donc ça propose vraiment des pistes intéressantes parce qu'on arrive mieux à identifier les inégalités d'accès aux soins. On propose nécessairement une offre plus pertinente. On devrait avoir une cohérence d'ensemble si on arrive à mobiliser tout l'écosystème associé. En revanche, la question qui se pose et qui pour l'instant est une inconnue pour nous, c'est l'égalité de traitement. Ça veut dire que, et ça a été évoqué dans la présentation tout à l'heure, c'est finalement, quid de notre capacité, en tout cas de la capacité, je dirais au niveau national, de s'inspirer des projets qui existent aujourd'hui dans les territoires pour les dupliquer ailleurs sur le territoire national, voire modifier le système de santé dans ce sens. Et ça, c'est une vraie inconnue. Donc pour conclure, le désert médical, au final, tel qu'il a toujours été appréhendé jusqu'à présent, je dirais reposer sur une méthode de diagnostic historiquement quantitative et comparative, mais qui, on l'a vu à travers un exemple, est en fait très insuffisante. Et cette méthode de diagnostic nécessite d'être complétée par une analyse de parcours plus globale pour comprendre la diversité des demandes sociales qui sont extrêmement complexes à appréhender. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner la logique de gestion des stocks entre guillemets, de professionnels de santé, mais cette logique doit être complétée. Et en fait, les inégalités d'accès aux soins
selon nous, doivent être plutôt vues comme une rupture dans la continuité d'un parcours. Et cette approche nécessite en fait une ouverture des processus de conception au point de transformer les fondements de l'action publique. Hein. Je crois que c'était le Dr Hawke qui tout à l'heure parlait des approches, alors je vais utiliser les traductions françaises, hein, descendantes, centralisatrices, et finalement cette appréhension du problème des déserts médicaux va dans le sens plutôt de politiques publiques travaillées de façon ascendante, c'est-à-dire qui partent des acteurs de terrain, mais pas des acteurs de terrain isolés, en lien avec leur écosystème. Donc il y a deux conditions à cela, c'est assurer une forme de réplicabilité des projets entre les territoires, sinon on sera en difficulté par rapport au fondement d'une action publique qui se doit justement de traiter de façon égalitaire quand même les usagers d'un système de santé. Et deuxième solution, c'est aussi doter les pouvoirs publics d'une méthodologie de capitalisation des multiples expérimentations locales pour derrière faire avancer son système de santé pour qu'il s'adapte justement aux réalités de terrain. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Merci. Merci Igor. De toute façon, il y aura sans doute des questions dans la salle et ton approche est aussi assez complémentaire et d'ailleurs c'était l'objet de ce que va nous présenter Corinne Rochette et également Mian Chaz, donc de l'université Clermont-Auvergne, université qui est donc partenaire, l'université Clermont-Auvergne qui est partenaire de cette chaire. Alors justement, on parle de méthode et Igor, tu l'as très bien introduit. Tu as amené cette question, c'est comment en fait, c'est la question que j'avais envie de te poser, Igor, mais également Mian, c'est comment un diag, comment un outil peut nous permettre d'appréhender toute cette complexité, peut nous permettre d'avoir cette approche locale de la santé. Donc manifestement, la chaire dont tu es la directrice scientifique travaille justement à l'élaboration de ces outils de diagnostic territorial. Et je crois que tu vas nous donner un exemple sur un territoire rural du côté de Clermont-Ferrand. C'est ça. Alors d'abord, je ne suis pas toute seule à être responsable scientifique de cette chaire. Il y a aussi mon collègue Laurent, puisqu'on est deux à porter cette chaire qui a maintenant 4 ans. Mais avant de commencer ça, je voulais dire simplement un petit mot de remerciement. Merci Graziella, merci Paul-Antoine, Nathalie, Igor, enfin tous les collègues, Xavier pour nos échanges, Florent bien sûr. Merci parce que c'est l'occasion justement de parler de ces problématiques de santé de territoire sur lesquelles on travaille déjà depuis quelques années. Merci parce que non seulement nous sommes collègues, mais nous sommes aussi des amis. Et voilà, et ça c'est aussi important, c'est ce qui facilite aussi nos échanges. Donc merci pour cette belle journée. Alors, moi, je vais vous parler plus particulièrement d'un diagnostic, une approche diagnostique de territoire, mais qui fait écho à ce qu'a présenté Sébastien tout à l'heure, puisque l'idée, c'est de tirer le fil de l'emboîtement des politiques publiques locales, en fait, et de se dire comment on décloisonne finalement. Et on est parti ici d'une approche qui est plus centrée autour de la prévention que de la partie curative. Donc, ce que je vais vous présenter très rapidement, et Milan vous montrera les outils qu'on a utilisés pour faire dialoguer les acteurs, s'inscrit dans une collaboration qu'on a avec l'Observatoire national des activités physiques et de la sédentarité, puisqu'ils portent aussi une chaire, et c'est de se dire comment on peut tirer le fil de l'activité physique et de la sédentarité pour mettre en place des actions de politique de santé locale. Le territoire d'études, c'est une petite communauté de communes de Billon, qui est pour une partie, on pourrait dire, en périphérie, dans le périurbain de Clermont-Ferrand, et pour une grosse partie très rurale, en fait, avec des problématiques très rurales. Alors, d'abord, quand on parle d'activité physique et de sédentarité, puisque quand on a monté le projet, c'était l'élu, le maire et le président de la Comcom qui constataient que voilà, ces populations, ces habitants-là avaient visiblement des problèmes de santé. S'est dit, bon, on va explorer un petit peu plus cette question, et en particulier à partir de la question de la mobilité au départ. Voilà.
Donc, on a monté un petit projet de recherche qui a duré 2 années. Notre diagnostic nous a pris 2 années. Avec d'abord de bien expliquer ce que voulait dire sédentarité et activité physique, parce que ce n'est pas forcément clair. Les gens voyaient activité physique égale sport, sport intense, ce qui n'était pas absolument le cas. Et avec l'idée que finalement, aujourd'hui, on est dans des sociétés de plus en plus sédentaires, et en particulier sur la partie périurbaine, ici de Clermont-Ferrand, dans lequel s'inscrit ce territoire, parce qu'on a des déplacements qui sont essentiellement motorisés. Les gens marchent peu. Avec le télétravail aussi, des temps très sédentaires. Hein. On est nombreux à passer parfois plus de 8 heures, 10 heures assis devant notre écran d'ordinateur. Des loisirs aussi très sédentaires, la télé, lire un livre, voilà. Et finalement, toute cette sédentarité, on ne le perçoit pas, mais ça a été évoqué tout à l'heure par Sébastien, a des effets extrêmement délétères sur notre santé, même si on ne s'en aperçoit pas. Alors les gens disent, oui, je reste peut-être 8 heures devant mon écran d'ordinateur, mais bon, voilà, je cours 2 heures par semaine, donc voilà, je compense. Non, absolument pas. C'est ce que nous montre notre collègue professeur de médecine qui travaille sur ces questions-là, qui nous dit, c'est pas parce que tu vas aller courir 3 fois 1 heure dans la semaine que finalement tu vas compenser ces phénomènes de sédentarité. Donc, en montrant que finalement, l'activité physique, on peut la faire au quotidien. C'est simple, c'est faire du jardinage, c'est aller marcher à pied pour aller chercher son pain plutôt que prendre sa voiture. Donc, c'est les questions des mobilités douces, etc. Voilà, et puis avec des éléments pour faire prendre conscience aux acteurs du territoire sur ce qui se passe, avec des exemples qui ont été évoqués. On sait que l'activité physique peut réduire de 30% la mortalité prématurée, peut permettre de réduire les risques de diabète, etc. Il y a tout un tas d'effets qui sont extrêmement bénéfiques pour la santé en ayant une activité physique minimum et régulière. Donc ça, c'était la première chose. Alors pourquoi je vous mets ça? Parce que quand on a commencé à réaliser notre diagnostic territorial, vous allez voir, on a embarqué de très nombreux acteurs, mais la première chose, c'était de se mettre d'accord sur le langage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par sédentarité, qu'est-ce qu'on entend par activité physique. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est un exemple de flyer qu'on a diffusé sur l'ensemble du territoire en question. On a réalisé des espèces de séances d'information dans les salles communales où les gens pouvaient venir. Donc, notre collègue médecin présentait pourquoi il faut faire de l'activité physique, c'est quoi la sédentarité, et donc rencontrer les habitants, les personnes âgées, les gens du territoire pour parler de ça et dire, voyez, vous pouvez faire au quotidien en faisant votre jardinage, etc. Donc ça, c'était l'objectif, c'était d'abord d'acculturer finalement et de sensibiliser à ces problématiques de sédentarité et d'activité physique dont que les gens n'avaient pas forcément en tête. Donc il y a eu un travail qui nous a bien pris pratiquement 6 mois autour de ça, de cette sensibilisation-là, sur les problématiques qu'on allait traiter sur le territoire, donc les habitants, mais aussi les élus et l'ensemble des acteurs de la santé. Tout ça s'inscrivait aussi... Oups. Est-ce que j'ai fait? Voilà. Tout ça s'inscrivait aussi dans la stratégie nationale sport-santé, donc programme 2019-2024, et du coup, c'était parfait. Voilà, on y avait une forme d'alignement des planètes en se disant, donc, on va améliorer l'état de santé de la population en favorisant l'activité physique et sportive de chacun au quotidien, avec et sans pathologie à tout moment de la vie. Donc, lutter contre la sédentarité. Alors, pour nous, il s'agissait d'une part de permettre aux acteurs locaux de s'emparer de ces enjeux-là, en disposant surtout de connaissances, d'où tout ce travail d'information que l'on a fait préalablement, d'expérimenter une méthode de diagnostic local qui va combiner, vous allez voir, des entretiens et de la cartographie que présentera justement Milan. Et puis après, on a eu une clé dentée qui était vraiment une démarche pluridisciplinaire, bien sûr en sciences de gestion, puisqu'on a piloté un peu plus précisément le programme, mais avec aussi nos collègues en santé publique, géographie de la santé, sciences et techniques, des activités physiques et sportives. Décidément. Voilà. Alors, les objectifs, c'était, je passe rapidement, mais il y avait 5 objectifs. 1, réaliser un état des lieux de l'offre et des actions en faveur de l'activité physique et de la lutte contre la sédentarité, ce qui existait sur le territoire,
analyser l'ensemble des politiques publiques locales. Donc, ça va être tout ce qui est en lien avec l'éducation, l'alimentation, la mobilité. Vous allez voir, on a essayé de mailler à peu près toutes les actions de politique publique locale. Arriver à caractériser aussi les pratiques de la population, parce que finalement, on ne savait rien sur comment les habitants de ce territoire pratiquaient, est-ce qu'ils avaient accès aux structures, est-ce qu'ils pouvaient faire de l'activité physique, est-ce qu'ils en faisaient, comment. Donc on avait besoin de chiffres très détaillés là-dessus. L'identification des ressources que l'on pouvait mobiliser, parce qu'il y avait, comme c'était évoqué ce matin, tout à l'heure par Sébastien, il y a aussi l'environnement qui va avoir une influence, bien sûr, sur l'activité physique. Le fait qu'on soit sur un territoire très rural permet d'avoir, je sais pas, des chemins de randonnée, des choses comme ça qui facilitent aussi la pratique à moindre coût, par exemple, et puis de proposer des actions réalisables sur le territoire. En termes de méthodologie, comment nous avons fait? On a pris comme clé d'entrée la vie de l'individu. Donc, de la naissance, on est parti même avant la naissance jusqu'à la personne âgée. Donc, on a pris tous les instants de vie pour interroger les acteurs et embarquer les acteurs pour notre diagnostic territorial. Donc, par exemple, là, on avait les sages-femmes, on a réalisé des entretiens, les relais d'assistantes maternelles, ensuite les très jeunes enfants, les ados, ensuite les adultes, les personnes âgées, etc. Donc, en fait, vous voyez, on a réalisé essentiellement, c'était des questionnaires, c'était des entretiens. Donc, il nous a pris pas mal de temps. On a amassé une quantité assez phénoménale de données. Voilà. Alors, ensuite, pour remailler avec ce qui était dit, donc c'était de voir comment cette communauté de communes, qui est donc un établissement public de coopération intercommunale, pouvait porter un projet commun en termes de développement et d'aménagement de l'espace. Et donc, l'idée, c'était de remailler cette question d'activité physique et sédentarité à travers toutes les autres actions en termes de politique locale. Donc, c'est par exemple le projet alimentaire territorial autour du bien manger, bien produire. On a aussi tiré ce fil, le contrat local de santé, le projet éducatif de territoire avec une démarche école promotrice de la santé, le plan climat-énergie, le plan mobilité douce, le plan d'urbanisme qui est en train d'être repensé aussi suite finalement à ce projet. Donc, c'était ce qui est évoqué ce matin, c'est-à-dire d'ouvrir la boîte et de se dire on ne parle pas simplement d'accès aux soins, parce que comme l'a évoqué Igor, évidemment, on a des problématiques sur ce territoire où on manque de médecins généralistes, on manque de personnel soignant, mais c'était de se dire on va remonter en amont, avoir sur une démarche plus préventive, et ça d'autant plus que les indicateurs de santé sur le territoire étaient très mauvais par rapport à la moyenne régionale, par exemple. Voilà, alors pour arriver à faire dialoguer les acteurs autour de ce projet, eh ben, on a utilisé des outils visuels pour leur restituer finalement l'état du territoire. Et là, c'est Milan qui intervient. Merci Corinne pour cette présentation. Effectivement, on voit bien comment tout ça est complexe, comment tout ça, il faut l'articuler. Et donc, on a l'outil cartographique, c'est ça Milan? Voilà, alors, donc là, je vais vous présenter la partie, on va dire, cartographique du diagnostic territorial. Donc, dans un premier temps, bon, très rapidement, parce que Corinne en a déjà parlé, donc Billon Communauté, c'est une communauté de communes de 25 communes, un peu plus de 25 000 habitants, 25 700 habitants, organisée autour de la petite ville de Billon, 4 700 habitants, 2018. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est un territoire qui est très près de Clermont-Ferrand et qui est donc soumis à une forte périurbanisation de Clermont-Ferrand, en particulier sur sa partie ouest, avec un gradient de décroissance de l'intensité de la périurbanisation vers l'est, qui est beaucoup plus rural. Ce qui va avoir un impact ensuite sur les enjeux, la territorialisation des enjeux en matière de lutte contre la sédentarité, de promotion des activités physiques. Alors, dans un premier temps, là, je vais vous présenter, on va dire, les caractéristiques sociodémographiques. Alors, très rapidement, j'ai choisi 3 cartes, mais j'aurais pu en choisir d'autres. On en a fait beaucoup. Tout d'abord,
afin donc déjà de voir quels vont être les enjeux territorialisés sur les différentes portions de territoire. Donc, sur la carte de gauche, on a ici la répartition et l'évolution de la population de Billon communauté par commune. Et on s'aperçoit ici une inégalité de la répartition de la population, avec une population qui est essentiellement localisée dans la partie ouest, qui est la partie la plus périurbanisée. Et cette partie ouest est en même temps la partie la plus dynamique sur le plan démographique, ce qui veut dire qu'on va avoir des enjeux ici d'action qui vont être, qui risquent d'être très largement portés sur cette partie ouest. Et en même temps, il ne va pas falloir négliger toute la partie est, où la population est finalement plus isolée, moins nombreuse. La carte, si on prend la carte, on complète cette carte par la carte centrale, on s'aperçoit ici à travers l'indice de vieillissement que la partie qu'on a déjà un dégradé. Alors, en partant de l'ouest vers l'est, une partie ouest qui est en gros beaucoup plus jeune, avec une proportion notamment d'enfants et d'adolescents qui est plus importante. La partie la plus rurale est ici plus âgée, ce qui implique qu'on va avoir ici des actions en matière de développement des activités physiques qui va être différente, avec notamment développement d'activités physiques pour les personnes âgées qui ne sera pas forcément tout à fait le même que pour les enfants ou les adolescents. Et puis enfin, la dernière carte que je vous présente là sur cette diapositive, c'est celle de l'usage des transports actifs, c'est-à-dire de la marche à pied et du vélo, par les adultes actifs en activité pour se rendre sur leur lieu de travail en tant que mode de déplacement principal. Et là, on s'aperçoit que d'une part, déjà, quand on regarde les chiffres en général, on s'aperçoit que les transports actifs ne représentent pas plus de 11,3% des déplacements. Ça veut dire que, en gros, 90 à plus de 90% des déplacements se font par voiture ou par transport en commun. Ensuite, on a une inégalité ici de l'usage des transports actifs. Ceux-ci sont plus importants dans les petits pôles d'emploi, comme Billon par exemple, ou comme, j'arrive pas à les voir, la Église Neuve près Billon, etc. À noter que et ainsi d'ailleurs que sur la partie ouest, où on a là aussi des petits pôles d'emploi, mais attention, c'est la partie la plus périurbanisée, donc vous avez toute une partie de la population active qui se rend vers Clermont-Ferrand tous les jours et qui là utilise majoritairement la voiture. Donc là, on a aussi des enjeux en termes de développement des activités physiques, cette fois-ci ici sur les adultes actifs, qui vont être différents d'un territoire à l'autre. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, l'offre en matière d'activité physique et sportive. Alors là, ça va être d'ailleurs surtout sur cette diapositive, donc les activités sportives. On s'aperçoit que les équipements, comme d'ailleurs les associations sportives, ou d'ailleurs qui proposent aussi des activités physiques non sportives, sont inégalement répartis sur le territoire, avec des équipements qui sont majoritairement situés dans la partie ouest, idem pour les associations. Et là, on voit qu'on a une géographie qui se calque en fait sur celle de la population, avec notamment un tissu associatif qui s'est très fortement développé en lien avec la périurbanisation clermontoise dans la partie ouest. Ce qui implique ici des déplacements plus importants des personnes qui résident dans la partie la plus rurale pour se rendre, pour avoir accès aux services proposés par les associations, pour avoir accès aux services, pour avoir accès à un certain nombre d'équipements sportifs. Donc là aussi, une inégalité à l'intérieur du territoire. Alors, si on regarde maintenant en dehors du cadre associatif et des équipements sportifs, j'allais dire en dur, et qu'on voit, si on regarde le potentiel maintenant en termes de développement d'activités de pleine nature, bon, je vais passer assez rapidement. On s'aperçoit, bon, j'ai mis cette première carte à gauche pour montrer la diversité paysagère et les parcours de randonnée, afin de montrer justement le potentiel d'attractivité du territoire. Et surtout sur la carte celle-ci, là,
celle de droite. Ici, on a les pistes, les voies cyclables, et avec le relief, bon, pour voir que déjà, on n'a pas un relief extrêmement accidenté, même si on commence à voir ici quelques reliefs apparaître. On est dans la limite des buts. Mais surtout, là, ce que je voulais vous montrer, c'est cette voie cyclable qui est en train donc d'être mise en place, d'être complétée dans le cadre du plan de mobilité, puisque la Billon Communauté est en train de revoir son plan de mobilité afin de faciliter les déplacements à vélo vers Clermont-Ferrand. En lien ici avec éventuellement la avec l'immigration pendulaire vers le lieu de travail. Maintenant, si on met en relation on va dire les besoins en termes d'activité physique et le potentiel d'offres d'activité physique à travers la pratique sportive. Alors ici, c'est assez réduit, réduit. On prend ici en compte que les licences dans les fédérations. On s'aperçoit que les licenciés, aussi bien en nombre, en valeur absolue qu'en valeur relative par rapport à la population, sont majoritairement situés dans la partie ouest, là aussi, en lien avec la localisation des associations, en lien avec aussi les équipements sportifs, mais surtout aussi en lien avec l'âge de la population, beaucoup plus jeune à l'ouest, plus âgé à l'est. D'où ici deux territoires, si vous voulez, deux parties de ce territoire où les enjeux vont être assez différents, où il va falloir essayer de toucher dans la partie orientale, dans la partie est, beaucoup plus des personnes âgées qui vivent en milieu rural plus isolé, tandis que dans la partie ici, dans la partie ouest, ça va pas tellement être quand on voit le nombre de licenciés, la proportion de licenciés, ça va pas tellement être les jeunes qui vont être la cible, puisqu'ils sont déjà assez largement licenciés. Encore qu'à partir de l'âge de 15 ans, on voit une baisse de la pratique sportive chez les jeunes. Ça va être surtout les actifs, puisqu'on s'aperçoit que le niveau de sédentarité déclaré par les adultes lors de l'enquête qui a été menée dans l'autre partie du diagnostic territorial, on s'aperçoit que c'est dans la partie ouest que le niveau de sédentarité des adultes est le plus élevé. Alors là, je vais repasser la parole à Corinne. Oui, alors très rapidement, donc ça c'était pour montrer quelques exemples, parce qu'on a beaucoup de données, mais quelques exemples pour montrer qu'on a pu aller de manière très fine sur la connaissance du comportement des habitants et l'usage qui était fait des structures avec une analyse qui est à la fois démographique, sociale, comportementale. On a aussi interrogé, bon, il y a des enquêtes, je n'ai pas restitué, mais on a interrogé aussi pratiquement 1000 habitants sur la zone, sur les comportements de fréquentation des équipements sportifs, l'activité physique, etc. Donc tout ça nous a permis d'avoir une analyse assez fine qui aujourd'hui est en train d'être mise en action, on va dire, à travers la réflexion des élus sur la définition d'axes en termes de politique locale. Donc ça se traduit par quoi? On voit que, grosso modo, le diagnostic qu'on a livré, aujourd'hui, il sert justement à repenser ces politiques publiques territoriales à travers plusieurs axes, l'urbanisme, l'aménagement, le développement durable, puisqu'ils ont aussi un plan de développement durable qui va entrer en action, les mobilités, l'alimentation, la santé, l'éducation, la famille, les aidants d'ailleurs, mais vous en parlerez, il y a aussi quelque chose qui est fait pour les aidants. Voilà, donc on voit que finalement, il y a des véritables leviers pour la promotion de l'activité physique et la sédentarité à travers un décloisonnement de ces approches. Et nous, on a pu le livrer grâce à ce diagnostic qui a permis de prendre conscience que voilà, l'approche par la santé et la prévention ici pouvait être tirée par tout un tas de fils
sur ce territoire-là. Mais globalement, quand même, le constat, c'était que ça restait très sectoriel. Et donc, aujourd'hui, sur la mise en action, ben, il va falloir voir comment on embarque et on décloisonne ces différentes approches. Là, c'est peut-être le temps d'après, on va voir comment tout ça va se passer. Donc, quoi qu'il en soit, ce diagnostic révélait des inégalités très, très marquées, hein, très nettes, en termes d'offres, des périodes de rupture, des inégalités dans la pratique selon le genre, selon les milieux socio-économiques, bien évidemment. Et puis, globalement, aussi, tout ce qui était fait était globalement peu évalué. Et donc, dans la partie mise en œuvre, on va aussi travailler avec l'ensemble des acteurs sur la définition d'objectifs et d'indicateurs de mesure de ce qui pourra être mis en place. Voilà, puis on avait, je peux rebondir un petit exemple, très précisément, par exemple, on s'est fixé comme objectif de maintenir, voire d'augmenter le temps de pratique de l'activité physique chez les jeunes au-delà de 15 ans, parce que c'est une vraie problématique. On peut vous applaudir, merci aux intervenants. Il y a cette idée, pour rebondir par rapport à ce qu'on disait ce matin, finalement, Corinne, d'essayer d'analyser, d'apporter des outils qui permettent d'être transversaux en fait et de passer d'un secteur à l'autre, d'avoir les moyens de mener cette politique multisectorielle de la santé. Oui, c'est tout à fait ça, parce que c'est ce qu'évoquait Igor. On a souvent une approche par les problèmes de démographie médicale, effectivement. Et nous, on s'est dit, bon, certes, on sait que sur le territoire, on manque de médecins généralistes, voilà, et qu'on a énormément de difficultés, en particulier sur la partie Est. On a beaucoup de difficultés à les attirer, on n'y arrive pas de toute façon. Donc, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur un autre levier, sur cette approche plus globale de la santé, autour de la prévention, voilà. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas la question de l'activité physique et de la sédentarité, parce qu'on voit qu'il y en a, ça a été souligné par Milan, mais il y a des problèmes de mobilité. Les gens se déplacent, certes, mais se déplacent en voiture pour une partie. Et sur l'autre partie du territoire, ils ne se déplacent pas parce qu'on a une zone très rurale avec des gens qui sont, enfin, une zone très agricole aussi, hein. Et on avait l'exemple au cours de nos entretiens, par exemple, d'agriculteurs, d'exploitants qui avaient une activité physique naturelle, hein, quand on est exploitant, bon voilà, mais qui du jour au lendemain, à la retraite, bah, se retrouvent tout seuls et à plus bouger, à plus faire leur jardin, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Et qui ne se déplacent plus non plus. Donc, c'était de se dire comment on essaie de traiter cette question de l'activité physique, de la sédentarité, autour d'un autre fil qui est celui, pour le coup, nous, de la mobilité. Enfin, voilà, et de s'intéresser, d'essayer de mettre en dialogue. Voilà, en dialogue, les différentes aussi politiques locales qui peuvent être mises en place. Merci, dans Corinne. une approche qu'on appelle salutogénique. Sanitogénique. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour, à nouveau le docteur Oki. Une question à Igor. Donc, je vais reprendre un peu l'exemple de la rééducation cardiologique. Donc, pour les gens qui ne savent pas, donc, ce sont des personnes qui ont eu, par exemple, des stents et qui doivent être progressivement réadaptées à l'effort. Actuellement, bon, nous, il y a 2h30 aller, 2h30 retour pour à peu près 20 minutes, donc ce n'est pas valable. Tout le monde est d'accord. Le problème que je me pose, c'est que nous avons sur un choix qui est assez simple, où on fait la rééducation cardiologique avec l'environnement, l'électrocardiogramme, la réanimation, etc., où on est livré à soi-même en pleine nature pour faire tout seul en pleine montagne des efforts où il y a un risque majeur. C'est le seul choix que nous avons. À partir du moment où nous mettons dans notre cabinet médical un électrocardiogramme sur ces personnes, là, c'est jugé dangereux. On n'a pas le droit. C'est extraordinaire. C'est-à-dire la personne qui fait tout seul, sans aucun accompagnement, sans aucune surveillance, ça, c'est acceptable. À partir du moment où on fait, comme disait tout à l'heure François, du small is beautiful, c'est-à-dire je vais un peu vous encadrer, vous surveiller avec un électrocardiogramme, là, la chose est jugée dangereuse. Donc, c'est pour vous montrer que le caractère universel que tu apprenais tout à l'heure n'est pas vraiment mis en place et que la capacité d'adaptation, on lui tourne le dos. Je signale qu'au Canada, ce sont des infirmières qui ont souvent un électrocardiogramme devant 20 à 30 personnes et que ça n'est pas jugé dangereux. Donc là aussi, il y a cet effet normatif du système français qui veut
On sait pourtant très bien que le risque zéro n'existe pas et qu'on peut très bien mourir en rééducation dans l'hôpital en étant surveillé. Donc je pense que là, il y a un énorme effort à faire pour contrôler ce qu'on appelle le principe de précaution, qui est en l'occurrence presque toujours dévoyé et qui reflète un manque de courage sur les politiques à moyen et à long terme. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'on a d'autres... Oui, Igor, bah oui, tu veux... Merci pour la remarque. Alors, je dirais pour la réponse médicale, je ne vais pas répondre moi, je suis assez mal placé pour le faire, mais je pense que cet après-midi, il peut y avoir peut-être le débat peut continuer avec le docteur Antoine Faure qui, justement, avec le centre hospitalier de Bastia et en lien avec les maisons de santé pluriprofessionnelles de Corse, mettent actuellement en place un projet pour essayer de répondre à ces difficultés. Et peut-être pour commenter ce que vous évoquiez, il y a vraiment effectivement une tension. Il y a d'un côté effectivement la réglementation qui dit voilà, pour assurer une égalité de traitement de mes citoyens, un SSR mention cardiovasculaire doit être situé à proximité d'unités de soins intensifs en cardiologie, doit être situé avec certaines normes de sécurité. C'est ce que j'appelle finalement dans l'introduction une égalité de moyens, c'est-à-dire qu'on met en place une égalité de moyens, mais aujourd'hui, cette législation, cette réglementation par la loi génère effectivement des inégalités d'accès aux soins. On l'a vu, c'est-à-dire que pour des gens qui sont éloignés de ces structures-là, ils sont livrés à eux-mêmes. La question, c'est comment est-ce qu'on y répond sans leur faire prendre de risques, sans qu'il y ait de risques trop importants et sans qu'il y ait une perte de chance finalement pour ces personnes. Et je pense que le projet de cet après-midi, le projet Eva Corse, est un exemple de ce qui peut éventuellement se faire. Merci. Sébastien ? Juste un petit complément. Merci, j'ai beaucoup apprécié les deux interventions, notamment celle d'Igor, et puis vos deux remarques, celle de tout à l'heure et celle que vous venez de faire en citant le Canada. Moi, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas en France à sortir de ce sacro-saint principe d'égalité. C'est écrit au fronton de nos mairies, et il suffirait peut-être de passer à un concept qui est très proche, qui est celui d'équité, qu'appliquent les Canadiens notamment, et qui est qu'au lieu de vouloir absolument donner la même chose à tout le monde en tout point du territoire, on regarde quels sont les besoins spécifiques à différents endroits du territoire et on s'assure que de manière équitable, chacun a une réponse adaptée à ses besoins. Des fois, ce serait d'être capable de faire ce petit changement et d'abandonner un principe qu'on a gravé dans le droit, permettrait peut-être de faire ce pas de côté. On parle d'équité, moi j'ai envie de reprendre un mot là que je vois affiché par les étudiants, et donc Corinne, tu parlais, j'ai un peu triché parce qu'on en parlait ce matin, on parle de démocratie sanitaire parfois. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu ce propos? Je vois que tu as un micro à côté. Voilà. Alors, démocratie sanitaire, on a fêté il n'y a pas longtemps la démocratie sanitaire qui est finalement de se dire quoi? On va s'appuyer sur celui qui est le plus à même de parler de sa santé, qui est le patient. Voilà, tout simplement. Et ça s'inscrit dans un courant que nous, on découvre en France, finalement, qu'on découvre, faut bien dire ce qui est, certes qui a été porté par les associations, en particulier les associations de lutte contre le sida, voilà, il y a quelques années déjà, en faisant redécouvrir la parole des patients, en se disant finalement, on décide pour les patients, là-haut, dans nos ministères, de ce qui peut être bon pour les patients, mais finalement, les patients, ils ont leur mot à dire, parce qu'ils doivent être acteurs de la santé. Donc, c'est de passer d'une posture où le patient est relativement passif, finalement, à une posture où se dire, ce patient, il peut être acteur, il a des choses à dire, il peut transformer aussi les choses, on peut s'appuyer sur son expérience, sur son expertise, il peut avoir aussi une parole politique, porter un discours.
et en particulier inclure ces patients dans des dispositifs de gouvernance, tout simplement. Et la démocratie sanitaire, c'est ça. Et finalement, on voit, nous, on est quand même un petit peu, il ne faut pas être trop critique quand même, mais par rapport à ce qui peut se passer, tu évoquais le Canada, par exemple, où là, ça fait quand même déjà pas mal d'années où on a ces approches par patient partenaire, patient expert. On a créé quand même en France l'université des patients, où on voit que finalement, récemment, où on reconnaît cette expertise et qu'on permet aux patients aussi de s'exprimer plus facilement et de partager aussi son expertise. Alors certes, tout n'est pas rose, ça c'est sûr. Il faut aussi l'accompagner, il faut qu'il soit éduqué à ça. On ne devient pas du jour au lendemain patient expert, patient partenaire. Il faut aussi qu'il comprenne les enjeux, les contraintes, mais ça s'inscrit aussi là-dedans. C'est-à-dire de revenir dans une approche plus bottom-up, finalement, de se dire on écoute aussi les gens ce qu'ils ont à dire sur leur territoire, et puis avec André et Julia, ces approches qu'ils traitent, à partir de l'aidance, par exemple, des côtés les aidants, des côtés les patients, et de voir comment on peut construire des solutions à partir en se centrant sur eux. Donc voilà, ça s'inscrit très schématiquement, de manière un peu raccourcie là-dedans. On en parlera cet après-midi, je crois, avec... Il y a Xavier qui voulait oui, rajouter Xavier, il y avait un élément ou une question. Oui, alors une question puis une observation, parce que je reviens sur le thème, là, sur les diagnostics et sur les méthodes de diagnostic. Et j'aurais aimé qu'Igor nous précise effectivement comment on a repéré quelque part ce problème de la rééducation cardiaque et pourquoi ça s'est fait. Parce que, et d'où l'utilité peut-être de lanceurs d'alerte qui nous permettent à un moment donné d'éclairer les instances pour démarrer une partie d'un diagnostic que les systèmes d'information n'ont pas permis d'identifier au niveau des problèmes. Voilà, donc point d'interrogation. Ouais. Intéressant. Merci. Effectivement, on n'a pas forcément le temps de tout aborder. Mais oui, pour la petite histoire, en réalité, ce projet est né en fait d'une alerte d'un masseur-kinésithérapeute à Île-Rousse qui disait que ses patients ne pouvaient pas aller faire leur réadaptation, en tout cas qu'ils abandonnaient leur réadaptation du fait de l'éloignement. Et en fait, il y a une demande qui a été faite de créer un SSR, mention cardiovasculaire, en Balagne. Et à partir de là, les pouvoirs publics, en tout cas l'ARS ne pouvait pas, pour beaucoup de raisons à la fois financières, légales, ce genre de choses, accepter une telle création, mais a pu effectivement cerner le problème et on aurait je pense qu'on n'aurait jamais trouvé ça, ce problème-là à travers l'étude des systèmes d'information. Très intéressant donc de croiser des systèmes d'information, mais aussi d'être à l'écoute, en fait, d'avoir une capacité d'être à l'écoute des acteurs du territoire. On a une autre, on avait une remarque complémentaire et puis on vous laissera la parole après. Ouais. Oui, bonjour. Merci pour cette belle journée avec plein de choses intéressantes. Bernard Ottavien, je suis directeur général de la Mutuelle de la Corse, mutuelle que j'ai la chance de diriger, qui couvre plus de 100 000 personnes en Corse. Alors tout à l'heure, quand j'ai entendu parler de lanceurs d'alerte, on sait un peu, on est une lucarne sur la société corse, et bien entendu, on a des remontées d'informations qui peuvent sans doute être très intéressantes. Enfin, en tout cas, on le pense. Ensuite, si vous voulez, par rapport à la prévention, à l'activité physique, on partage tout à fait, on trouvait votre présentation très intéressante. Puis en tant que mutuelle, on pense que mutualiser, ça peut être utile, parce qu'il y a plein de choses qui existent, qui ont été mises en place, pas que par nous, mais aussi par les institutions, l'ARS, la collectivité de Corse, etc., les villes. Et nous, on pense fortement que si on est beaucoup plus efficient ensemble, on peut vraiment développer. Vous parlez d'activité physique, il y a des ateliers équilibre, ateliers mémoire, ateliers nutrition, marche nordique, enfin, pas pourquoi encore on parle de marche nordique, mais bon. Voilà, donc on a toute une série de choses qui existent. Après, il y a aussi la problématique du bien manger, du bien dormir,
Et là, je pense qu'on a beaucoup de choses qui existent aussi, qui sont déjà conceptualisées et qu'il faudrait que l'on développe ensemble. Voilà, on a plein de choses. Ensuite, il y a aussi un point que je n'ai pas entendu depuis ce matin, mais qui peut-être peut être intéressant, c'est les prospectives. Tout ce qui est exogène et endogène, qui vont toucher notre population, que ce soit en Corse ou sur d'autres territoires. En Corse, on a la particularité d'avoir une population de plus en plus grisonnante, qui est avec une démographie très forte. On est en Méditerranée, très proche du continent méditerranéen, les pays arabes, et on a le réchauffement climatique, et on a des sécheresses, et on a le changement environnemental. Nous, pour ce qui nous concerne, par exemple, on est en train de faire développer un outil via l'intelligence artificielle par des jeunes Corses polytechniciens qui ont déjà inventé des systèmes avec l'IA pour essayer de se projeter sur qu'est-ce que va être la société corse, quels vont être les besoins dans un futur proche ou un futur plus lointain à cause de tous ces phénomènes nouveaux qui vont impacter notre santé et notre mode de vie. Voilà. Donc nous, ce qu'on pense, enfin, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a mis en place des moyens, on a créé une fondation, on a un fonds de dotation, on vient de convaincre des centaines d'entreprises privées à but lucratif de participer à un cercle solidaire pour financer toute une série de choses. Et pour vous donner un exemple, alors je ne suis pas médecin et loin de moi, avec toute humilité, mais quand j'entends qu'on ne peut pas forcément, et je comprends, permettre un suivi des soins, un accès aux soins sur les territoires, moi je suis du Bauge, il faut un temps certain ou un certain temps avant de trouver un médecin. Mais je pense que peut-être ce qui peut se faire en tous les cas, c'est par exemple le temps que les choses soient plus accessibles sur le territoire, c'est de trouver des solutions intermédiaires. Par exemple, on a financé, et pas seul, des appartements thérapeutiques tout près de l'Institut Paoli Calmette à Marseille pour aider nos concitoyens, mais pas que, à pouvoir se soigner et rester proche du soin. Mais on a aussi financé des appartements sur Bastia avec une association pour permettre à des gens qui malheureusement sont loin de pouvoir rester proches du lieu où les soins peuvent se faire. Bien entendu, quand je dis ça, c'est sur des choses qui sont alternatives, le temps de pouvoir construire des solutions pour approcher le soin des gens. Voilà. Merci. Merci pour ce témoignage évidemment important. Je vais une dernière intervention, peut-être brève. Oui, je vais essayer d'être très bref. Vous avez remarqué, vous aussi, que j'étais bavard. Ah, je repère à peu près, donc je compte sur vous pour. Oui. Voilà, Alors, parce que tout le monde a d'abord, faim. une réflexion. Vous savez, dans les articles 51, vous expliquerez après, pour ceux qui ne savent pas, ce que sont les articles 51. Mais s'il y avait un classement, une Ligue des champions des articles 51, franchement, à mon avis, en finale, il y aurait Eva Corse. Et je vous assure que c'est d'une pertinence absolue. Et d'ailleurs, j'invite le territoire auvergnat peut-être de s'intéresser à cette approche, et je suis sûr qu'il pourrait être développé chez vous aussi, puisqu'on a vu que finalement l'Auvergne ressemble aussi à la Corse. Hein, voilà. Donc ça, c'est la première réflexion. Deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait monsieur, évidemment, et évidemment insister sur l'implication. Alors les alertes, comment on est alerté de ces problématiques. Évidemment, les personnels soignants, les professionnels de santé sont en première ligne, on va dire, mais avant eux, il y a le patient lui-même. Donc, c'est lui aussi qu'il faut avoir en tête et aller à la recherche des informations. Et on le remarque bien, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le soin aujourd'hui, on le sait qu'il est pertinent lorsque le patient lui-même adopte la démarche et comprend sa pathologie, d'où l'intérêt de l'éducation thérapeutique, par exemple, qui doit être développée. La promotion est extrêmement importante. Et on voit bien que c'est par ces schémas-là qu'on arrivera à améliorer, encore une fois, la qualité des soins dans les territoires. Merci. Pour finir, ouais, l'exemple d'Eva Corse, super intéressant. Et ça va faire écho cet après-midi. Tu vois, je fais le... Ah, le fil continue à se tirer. Parce qu'on va parler aussi d'un dispositif qu'on a développé en Auvergne qui s'appelle Cardio-Auvergne, mais qui est un dispositif de télésuivi. Et donc là, il y a la partie rééducation qui est intéressante, et sur la partie télésuivi, c'est pour ça qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Voilà.
On a beaucoup à échanger effectivement sur ces territoires. C'est d'ailleurs tout l'objet de la chaire, de la chaire qui s'est montée et du partenariat aussi sur des territoires semblables. Eh bien, écoutez, on va appeler à la tribune Patrice Terramorsi. Merci à nos intervenants. Merci évidemment à la richesse des témoignages de la salle. Juste avant de laisser la parole à Patrice Terramorsi, un mot sur le travail qui est effectué, le temps que Patrice s'installe, qui est effectué par les étudiants de l'école de design. Donc, je rappelle qu'on travaille sur cette cartographie des systèmes complexes. Et pendant le repas, si vous le souhaitez, il y a un exercice un peu participatif. Donc, il faudra monter là-haut pour aller voir cette carte qui est sur du Velleda, donc qui est susceptible d'être modifiée, pour que vous puissiez éventuellement poser. On a essayé d'identifier des polarités, essayer d'identifier des points d'interaction qui peuvent être importants, des points de levier, que vous essayez de dire, bah, tiens, là, je suis d'accord ou je suis pas d'accord déjà pour modifier des choses. Et je crois que ce qu'il faut identifier, c'est des points de levier. Des potentielles expérimentations, parce que je vois qu'il y a des startups aussi dans la salle, il y a des personnes qui sont là, qui peuvent proposer des choses, et les étudiants vous expliqueront un peu le mode de fonctionnement. L'idée, c'est pendant ce temps du repas, raccourci, mais temps du repas néanmoins, c'est de pouvoir en fait enrichir cette cartographie donc qui représente la complexité, et Dieu sait que c'est pas simple, la complexité de tout ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui, mais également les points de levier. Voilà, on voit démocratie sanitaire au centre. On voit beaucoup de choses, beaucoup de concepts opératoires qui apparaissent. Donc, ça va être à vous de jouer, à vous de continuer à nourrir ce travail fait par les étudiants, qui est un travail expérimental. Patrice, à toi la lourde charge. Donc, Oui. tu es maître de conférence évidemment à l'Université de Corse. Tu as la lourde charge de nous faire la synthèse de cette matinée. Oui, alors une synthèse qui va être brève. Je pense qu'on a tous faim et je vais essayer de faire, de contredire la règle selon laquelle une personne qui dit qu'elle va être courte dans sa prise de parole ne l'est jamais. Je crois que vous l'avez tous expérimenté dans vos réunions respectives, qui sont nombreuses dans vos métiers et dans les nôtres. Je voulais commencer par une situation d'André Gide qui nous parle beaucoup à nous enseignants et qui est plutôt une bonne nouvelle puisqu'elle nous assure un bon nombre d'années d'activité. Beaucoup de choses ont été dites ce matin et je vais essayer de ne pas les redire, même si c'est toujours bon de répéter les choses. Alors, quelques éléments. Tout d'abord, ce matin, la question de la santé a été présentée comme un enjeu sociétal global, bien au-delà d'une question scientifique, technique, sectorielle, qui a un enjeu économique, qui a un enjeu démocratique, et donc plus globalement sociétal, une question de la santé qui va bien au-delà de la question du soin, mais qui, lorsqu'on la regarde de près, fait apparaître des déséquilibres et des injustices, notamment au niveau des territoires. Alors, j'ai un ami professeur qui dit que dans tout domaine, il y a les gens qui ont vu l'ours, les gens qui ont vu l'ours, qui ont vu l'ours, qui ont vu l'ours, et puis ceux qui l'ont touché. Et puis, je vois que ce matin, bon nombre d'entre vous ont touché cet ours. Ils ne sont pas contentés de regarder la réalité de haut, comme disait Igor. Et donc, bon nombre de personnes qui ont parlé ce matin ont montré les limites des approches génériques et prescriptives d'une réalité vue d'en haut qui doit être appliquée par les acteurs du territoire. Et donc est apparue ce matin la nécessité pour les acteurs de se réapproprier le territoire, la conception et l'action. Ne pas laisser le territoire à d'autres. La carte, le territoire, l'espace sont autant de concepts construits que les acteurs de terrain doivent se réapproprier. On a vu qu'entre territoire de santé, carte de soins, etc., la réalité n'était pas la même. D'où la nécessité de diagnostiquer, expérimenter, concevoir localement. Cependant, l'un des intervenants nous a alertés, il ne suffit pas d'ajouter local à une mauvaise solution pour la rendre meilleure. Donc, prenons garde également. Les réponses qui ont été présentées ce matin ont été diverses, mais elles sont toutes complexes, pluridisciplinaires et partagées. Partagées entre professionnels de santé, mais aussi partagées avec la population, avec les patients.
Enfin, puisqu'on m'a dit de faire bref et synthétique, ben quand j'entends ça, je me tourne vers les fables de La Fontaine. Et ce matin, c'est la fable du laboureur et de ses enfants, que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous. Un laboureur dit à ses enfants qu'un trésor est caché sur ses terres et invite ses enfants à le rechercher. Ben, moi, ce que me dit cette fable, c'est qu'il faut se réapproprier le territoire, et que le territoire ne pourra donner de ressources que si on met en œuvre, si on agit sur celui-ci. Donc, c'est une invitation à extraire la richesse du territoire, et on a vu à quel point elle pouvait cela pourrait être le cas ce matin. Bon, il y a une chose qui n'est pas dite dans cette fable, c'est comment les enfants se sont organisés. On ne parle pas de la répartition des terres et des droits de succession, ça aurait été trop compliqué. Mais comment ils se sont organisés, comment ils ont décidé collectivement. Et là, c'est là qu'interviennent notamment les sciences de gestion qui sont la discipline dans laquelle j'exerce. Donc pour moi, 2 questions pourraient synthétiser les prises de parole de ce matin. Comment permettre aux acteurs de concevoir et de mettre en œuvre des réponses adaptées aux situations problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, à travers des questions relatives à la réglementation, au financement et aussi à l'accompagnement, puisqu'au-delà de la question de la santé, il y a aussi un accompagnement gestionnaire, économique, géographique qu'il conviendrait de développer. Et également, le revers de la médaille, si on peut dire, comment, une fois que l'on a favorisé le développement d'expérimentations locales, peut-on concilier cela avec leur réplication? Merci. Merci et bravo Patrice, parce que c'est non seulement une synthèse, mais aussi une invitation à poursuivre nos travaux cet après-midi qui vont parler de ces expérimentations locales. Donc gardons ça en tête pour voir un peu comment tout ça pourrait être répliqué. Je vous invite à... Il y a un buffet donc, qui est juste à côté, donc ça tombe très bien. N'oubliez pas donc d'aller enrichir, si vous en avez le temps, la cartographie des étudiants, voilà, qui vous attendent avec des couleurs de post-it un peu particulières. Et donc on se retrouve à 13h30 pour la suite de nos débats, 13h30 précise, de manière à pouvoir terminer à l'heure. Merci beaucoup et merci à tous les intervenants et aux participants dans la salle.